Donc bonsoir à tous, merci à vous d'être parmi nous pour cette réunion informelle, un peu festive aussi, du club digital Axel, qui traite en grande partie de l'assurance, mais qui traite surtout de tous les sujets autour de la techno, du digital et des opportunités de développer de nouveaux business autour de ces sujets-là. Alors, quand on s'est interrogé au sein du club sur comment on pourrait animer cette soirée, on a eu envie sur un sujet important, qui est l'intelligence artificielle, sur lequel les uns et les autres, je pense au sein de vos entreprises, vous vous posez tous des questions. On a eu envie d'inviter Laurent, qu'on remercie avec Pierre pour sa présence. Laurent Daudet, qui donc a écrit et publié une BD que j'espère vous avez tous lu. Certains d'entre vous, à la fin, auront l'occasion de l'avoir en main propre. Donc une BD qui s'appelle Dream Machine et qui, sans spoiler le contenu, met en scène le fondateur et l'équipe dirigeante d'une start-up qui s'appelle Clay et qui est confrontée à un choix cornélien de partenariat, de développement avec un acteur qui s'appelle Real E, qui ressemble furieusement à un des gros GAFAM de la planète. Toute ressemblance avec des acteurs existants étant bien sûr fortuite. Donc, merci Laurent d'être avec nous pour parler de cette BD. Et on a une demi-heure devant nous pour vous passer aux grilles sur quelques questions qu'on s'est posées avec Pierre à la lecture. Et la première, c'était est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse du livre ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ? Et puis aussi sur deux points particuliers, parce que la BD, vous le verrez si vous ne l'avez pas lue, elle a la particularité d'être illustrée de façon assez sublime par un illustrateur indien. Et donc, on aimerait en savoir un peu plus sur votre rencontre et sur ce qui vous a poussé à collaborer. Puis, elle a une deuxième particularité, c'est qu'à la fin de la BD, il y a plusieurs fins. Et j'ai la furieuse impression que vous avez laissé à l'IA le choix pas le choix, mais en tout cas, vous lui avez demandé de vous proposer plusieurs fins, plusieurs scénarios possibles pour ce fameux partenariat. Et donc, même chose, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné envie de le faire comme ça ? Alors bonsoir à tous, je suis ravi d'être là et merci pour l'invitation. Je tiens à préciser aussi que moi je ne suis pas du tout auteur de BD professionnel. Moi je suis directeur général d'une start-up qui s'appelle Lighton, qui travaille dans l'IA générative et c'est ce que je fais dans mes journées. Mais effectivement, quand on travaille 60 heures par semaine, il en reste une centaine encore pour faire d'autres choses. Et en juin 2021, je dirais une soirée un peu comme ce soir-là, un cocktail où je connaissais pas grand monde comme ça, un ami m'invite, et puis je vois un autre type comme ça qui avait l'air de pas connaître grand monde non plus, donc je vais lui parler. Et puis rapidement il me dit, mais ouais, moi je suis indien et j'ai été invité à faire une résidence d'artiste à Angoulême, je suis dessinateur de BD, et puis il me montre un peu son univers graphique que j'aime beaucoup, et donc ce type s'appelle Apoupen, et puis, donc, la conversation, à un moment, il me dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Oh, ben moi, tu sais, c'est beaucoup moins rigolo. Hein. Moi, je suis dans la techno, je suis directeur général d'une start-up dans l'intelligence artificielle. Par contre, il se passe des choses super intéressantes en ce moment. Avec les grands modèles de langage, l'IA est vraiment en train d'être totalement révolutionnée. Il me dit « Dis-moi en plus, etc. » Et puis, au bout d'un moment, dans la conversation, on dit « Mais... » Et lui, il me dit, je rêverais d'écrire un bouquin là-dessus parce que vraiment, il y a plein de choses dont on ne parle pas. Cette révolution des grands modèles de langage et puis tous les enjeux que ça pose, que ce soit des enjeux éthiques, des enjeux de changement de société, des enjeux même environnementaux. Et c'était... faut comprendre, c'était 1 an et demi avant de ChatGPT. Donc, quand on a lancé ce projet-là... on s'est quitté à la fin de la soirée en disant réfléchissons si on peut écrire ce bouquin ensemble. Et je dirais le projet a un peu maturé pendant quelques mois et puis un jour on a rencontré un éditeur aussi, un ami à moi qui
qui travaillait chez Flammarion à l'époque, hein, et qui m'a dit ce bouquin, ça peut être intéressant. Moi, je suis prêt à essayer de le soutenir auprès de ma directrice de publication. Mais il faut que ce soit narratif, il faut que ça raconte une histoire. Au début, on a été parti sur un bouquin très pédagogique. Et c'était chapitre 1, l'histoire de l'IA, chapitre 2, l'IA symbolique, chapitre 3, l'IA connexionniste, etc. Enfin, vraiment, le truc. Moi, à l'origine, je suis prof d'université, donc voilà, c'est mes travers. Hein, mais voilà, on ne se réinvente pas. Et mon ami éditeur a dit non, mais on ne va pas du tout l'écrire comme ça. Enfin, moi, je suis prêt à soutenir le projet si ça raconte une histoire. Il faut que ce soit romancé. Et raconte ton histoire, toi, en tant qu'entrepreneur, justement, ce passage de l'université au monde d'une start-up, c'est pas anodin totalement. Et voilà. Donc, du coup, on s'est enfermé, Aboupen et moi, à la campagne pendant une semaine pour écrire un début de scénario. Et puis 3 semaines après, ChatGPT sortait. Et c'était bien parce qu'on a sorti un bouquin. Alors, évidemment, on a été obligé de revoir un peu notre scénario et d'inclure ChatGPT dans l'histoire de Dream Machine. Mais finalement, on était lancé au moment où ChatGPT vraiment a fait tous les titres en 2023. Voilà. Et c'était quoi ? Il y avait une autre question aussi. Oui, sur la fin, sur l'utilisation de l'IA à la fin de la BD pour. Oui. Alors effectivement, donc la BD fait 10 chapitres. Les 9 ont été écrits entièrement par des humains, coécrits par Aboupen et moi-même et dessinés par Aboupen. Et puis pour le chapitre 10, qui est une sorte de postface, on s'est dit, il faut quand même faire un peu une sorte de mise en abîme et une BD sur l'IA. Surtout sur l'IA générative, vraiment, on veut expliquer qu'il y a quelque chose de nouveau là. L'IA générative, c'est pas juste de l'IA de grand-père, hein, maintenant c'est génératif. Du coup, il faut que ce soit l'IA qui nous propose des fins. Donc on a dit à notre modèle, on a mis le pitch de la BD et puis on a dit propose-nous une fin très heureuse. Alors il nous a proposé une fin très heureuse. Ou propose-nous une fin très catastrophique. Donc on a fait 5 scénarios comme ça. Donc là, à la fin, on laisse le lecteur choisir un peu entre 5 scénarios possibles, du plus positif au plus catastrophique. Et on a fait ça juste pas seulement sur le texte, on a fait ça aussi sur les images. On a entraîné un modèle de génération d'images sur les 9 premiers chapitres. Et du coup, les images du chapitre 10 ont aussi été générées par l'IA de façon totalement automatique. Quand on a prompté, et ça dessine dans le style de la Aboupen, dans le style de la BD, en récupérant certains des éléments graphiques et les mêmes personnages. Du coup, voilà, le chapitre 10 a été écrit par l'IA. Merci Laurent. En effet, je confirme, c'est vraiment une BD très narrative qui se lit très bien. Et qui soulève du coup évidemment, comme vous l'imaginez, beaucoup de questions. Vous avez aussi un vrai regard sur l'éthique, sur comment on doit implémenter cette IA au sein des entreprises. Et du coup, une des questions qu'on s'était posées avec Ingrid, c'était de se dire également, donc l'IA va impliquer mécaniquement des grands changements puisque un certain nombre de personnes vont réussir à adopter cette nouvelle technologie qui, on le voit, est de plus en plus présente dans notre quotidien. Et du coup, une des questions qu'on avait, c'était comment les entreprises vont faire pour embarquer tous leurs collaborateurs, pour aider à former les équipes et à s'assurer qu'en effet, cette IA qui va imprégner notre vie professionnelle et personnelle sera un atout et pas forcément, comme des fois vous pouvez l'écrire et le décrire au cours de cette histoire, un choc pour tous les collaborateurs et les employés. Oui, alors je pense qu'effectivement, là je prends plutôt ma casquette d'entrepreneur aussi. On essaie de... La première chose, c'est une entreprise ne peut pas mettre de l'IA si ce n'est pas dans la culture de l'entreprise. Il y a vraiment adhérer aux valeurs de l'entreprise, c'est extrêmement important. Et il y a des entreprises qui sont très tech, qui adorent tous les dernières nouveautés. Et là, on est un peu dans ce stade-là où il y a les early adopters sur l'IA générative qui, ça y est, on fait 150 cas d'usage qui passent en production, etc. Et puis on voit d'autres entreprises qui sont beaucoup plus prudentes. Et c'est vrai que ça reflète aussi une sorte de... il peut y avoir des gens qui ont des réticences par rapport à une IA qui va non seulement
changer leur façon de travailler, parce que ça va changer notre façon de travailler. Déjà, ça s'insère dans tous nos outils de bureautique, et parfois, ça nous fait gagner des gains de productivité qui sont parfois substantiels. Mais est-ce qu'on a envie d'être aussi tout le temps 100% hyper productif? Enfin, est-ce qu'on n'est pas aussi productif à la machine à café? Et ça, l'IA ne pourra pas remplacer les discussions à la machine à café. Donc, je pense qu'il faut essayer de comprendre. Nous, la façon dont on travaille avec les entreprises à Lighton, c'est d'essayer de définir, d'être très pragmatique, de dire, voilà, sur tel ou tel cas d'usage, est-ce qu'il y a des cas d'usage sur lesquels on peut mesurer ce qui est attendu, typiquement, par exemple, dans le support client, est-ce que vous voulez faciliter la vie des agents qui répondent à la clientèle, par exemple, en les équipant d'un système qui puisse interroger toute une base de données. Voilà, et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut mesurer assez facilement le gain que ça apporte, mais il ne faut pas forcer les choses, et puis il ne faut pas surpromettre non plus, parce qu'effectivement, l'IA, c'est très bien, ça fait beaucoup de choses d'une façon absolument extraordinaire. Moi, je suis absolument bluffé par tous les progrès que ça fait, mais ça va pas remplacer l'humain, ça va l'augmenter, l'améliorer, et souvent dans un aspect positif, mais ça peut aussi détruire les emplois. Il y a des gens dont les emplois, les gens qui travaillent, je ne sais pas, sur la rédaction de contenu pour le web, par exemple, moi j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que quelque part son métier avait quasiment disparu avec tous les gens qui rédigent sur le web, les gens qui travaillent dans du stock photo pour faire des illustrations de brochures très corporate. Ça, c'est des choses qui sont totalement révolutionnées par l'IA générative. Donc oui, c'est vrai que ça détruit les emplois, ça en crée plus par ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens dont les métiers changent, et ça peut générer des craintes, et d'où le besoin de se familiariser le plus tôt possible avec ces technologies. Alors, une autre dimension qu'on a repérée dans la BD, donc dans la BD, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on suit les aventures, on va le dire comme ça, de l'équipe de direction de la start-up. D'ailleurs, ils sont très sympas, tout au long de la BD, à la fin, on a vraiment envie qu'ils réussissent. Et donc, cette équipe de direction, d'ailleurs, qui est mixte, puisqu'il y a deux hommes, une femme, si je ne me trompe pas, ils se trouvent confrontés à un choix important, qui est, faut-il faire ou pas un partenariat avec donc cet acteur qui s'appelle Rialli. Et on suit leur discussion et les questions véritablement qu'ils se posent. On voit d'ailleurs qu'ils sont trois, pas tous les trois d'accord sur faut-il réaliser ou pas ce partenariat, est-ce que c'est bien d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique. Et donc en creux, ça pose quand même la question, voire même pas en creux, clairement la question de la gouvernance. Et nous, on s'est dit avec Pierre en le lisant, il y a un vrai sujet qu'on vit, je pense chacun d'entre nous au sein de nos entreprises respectives, sur quelle est la bonne gouvernance à mettre en place pour accompagner le développement de l'IA, que ce soit des cas d'usage ou que ce soit des choix éthiques ou sociaux que vous venez d'évoquer, Laurent. Voilà. Quel est votre avis sur ce sujet-là ? Et on avait aussi envie de vous demander, en tant que directeur général de Lighton, comment vous appliquez chez Lighton, vous, au jour le jour, ces principes de gouvernance. Alors, oui, moi je dirais que de toute façon, il n'y a pas de... L'IA ne change pas la gouvernance des entreprises. Quelque part, les grands principes de gouvernance, ils sont là, et c'est juste... L'IA est un accélérateur, un révélateur, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui va changer fondamentalement ce qu'est votre entreprise. Alors peut-être pour commencer par la dernière question, comment nous à Lighton on pense ça, alors je dirais de deux choses. Tout d'abord, notre philosophie, c'est de dire qu'il faut nous-mêmes utiliser nos propres outils. Forcément, on est les premiers utilisateurs, et qu'il faut que notre IA générative, on l'utilise tous les jours. Donc quand on fait nos communications, on utilise notre IA générative. Quand on a des outils internes qui nous permettent de faire des synthèses, etc. Enfin, il y a plein de cas d'usage qu'on utilise nous-mêmes, et c'est assez important de proposer à des clients des choses qu'on a utilisées nous-mêmes. Et puis, on a aussi des limites un peu aussi éthiques, un peu ce que vous signalez. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a été sollicité pour faire travailler sur des projets de cybersécurité dans des pays qui n'étaient pas la France.
ouais, c'est des choses, moi j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. De faire de la cybersécurité dans les pays qui sont pas la France. Non, c'est des... Voilà, il faut se dire, voilà les projets, voilà la limite que je mets moi d'un point de vue gouvernance. Après, chaque entreprise doit se poser la question de comment j'intègre. Et c'est aussi une question de est-ce que l'IA, est-ce que j'ai besoin d'internaliser toutes les compétences en IA ou est-ce que je vais me reposer sur des solutions existantes? Et là, c'est très différent. Si l'IA pour vous, c'est que améliorer les solutions de bureautique, bah, dans ce cas-là, vous prenez les solutions Microsoft Copilot et c'est super bien intégré avec la... Et là, tout de suite, vous voyez des gains absolument immédiats et c'est super, mais c'est vraiment une boîte noire. Vous maîtrisez pas du tout comment est fait cette technologie, vous maîtrisez pas totalement où est-ce que vos données vont aller transiter, sur quel serveur ça va aller transiter, et quand vous travaillez avec des données super sensibles, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Nous, donc, notre philosophie à Lighton, c'est de dire si vous voulez que vos données restent privées, on va aller s'installer on-premise sur les serveurs de l'entreprise de façon à ce que tout reste privé. Un peu notre pitch, c'est de dire voilà du secure GPT où tout est on-premise sur vos serveurs, qui vous permet de totalement sécuriser, parce que c'est vrai que c'est aussi... et de maîtriser la technologie aussi. Et donc éviter le côté boîte noire, et éviter le côté je suis totalement dépendant d'acteurs principalement américains. Alors du coup, vous avez déjà en partie répondu à la question suivante qu'on avait, mais malgré tout, c'est quand même intéressant parce qu'il y avait un autre aspect dans notre question, c'est que on souligne aujourd'hui dans l'IA l'importance des moyens, que ce soit des moyens financiers, évidemment, pour attirer les talents, que ce soit des moyens en termes de données pour justement enseigner aux modèles LLM qui ont besoin d'énormément de data, ou encore des besoins en énergie pour faire tourner ces supercalculateurs, et donc, ou bien même oui, voilà, vraiment les moyens financiers également pour le time to market grâce aux nouveaux talents, etc. Et donc, une des questions qu'on s'était posées, c'était comment, sur quels critères on doit se baser pour faire le choix, soit de développer notre propre IA, soit de passer par des partenaires externes. Et puis, une autre question qui était, est-ce que finalement l'IA, ça va pas être... j'aurais tendance à dire, mais là c'est plus personnel, encore une fois, une nouvelle technologie qui va surtout permettre aux GAFAM de prendre un pas d'avance encore par rapport à toutes les autres entreprises, et concentrer les richesses, et concentrer en tout cas un certain pouvoir, un certain niveau d'information. Oui, alors effectivement, sur l'histoire, sur quelle est la stratégie, je dirais c'est pareil, il n'y a pas non plus de bonne stratégie dans l'absolu. On peut vouloir effectivement aller avec les géants américains d'un côté. D'un autre côté, on peut vouloir tout internaliser, parce qu'il y a maintenant beaucoup d'outils open source qui sont très bons, et beaucoup d'entreprises peuvent vouloir internaliser en prenant les outils open source. Nous, notre position à Lighton, c'est de penser qu'il y a un espace entre les deux, entre le tout open source et le tout propriétaire, pour des entreprises qui voudraient garder la maîtrise technologique, mais acquérir ça en beaucoup plus rapidement que s'ils devaient tout reconstruire par eux-mêmes. C'est-à-dire dire aux gens, quand on va voir des entreprises, on leur dit ne réinventez pas la roue. Nous, on est là pour vous aider à vous-même accélérer à maîtriser cette technologie. Donc je dirais que oui, il y a un risque que effectivement ce soit comme les technologies du cloud, comme les technologies des chips, comme les technologies des moteurs de recherche, comme toutes ces inventions technologiques où l'Europe a à chaque fois été un peu à la ramasse par rapport aux Américains. Mais je dirais que la partie est peut-être un petit peu différente sur l'IA générative, au sens où on a des très belles entreprises françaises. Donc il y a Lighton, mais il y a aussi Mistral, par exemple, dont tout le monde a entendu parler, ou d'autres entreprises où sur le software,
on peut faire des choses, parce que c'est du pur soft, et je pense qu'en France, on est bien armé on a des très bons ingénieurs software, on a des très bons aussi, même ingénieurs de recherche. Je pense que l'école mathématique française a aussi des bons atouts. Je ne dirais pas, on ne va pas être au niveau des Américains, mais on peut se créer notre niche sur laquelle faire des belles réussites quand même. Je pense que la partie n'est pas perdue, mais la partie n'est pas perdue si on va vite aussi. Je pense qu'aussi, non seulement, c'est vrai que la question des moyens est assez colossale, mais je dirais que c'est surtout l'accélération dans le temps qui est un peu vertigineux en fait. Ce côté, si on regardait les chiffres sur les tailles de modèles, sur les investissements, etc., on est sur des trends de x6, x10 par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, x10 par an, ce que ça représente, mais c'est du 5% par semaine, quoi. Donc c'est une vitesse sur laquelle, oui, il faut aller vite, et il faut investir, et il faut que c'est maintenant que les sociétés doivent se positionner. Tout au long de la BD, vous évoquez au travers des personnages et des choix qu'ils doivent faire, les risques éthiques liés à l'intelligence artificielle, en particulier générative. Notre question, c'était, est-ce que depuis que la BD est sortie, vous avez vu ces risques quelque part se matérialiser de plus en plus, ou pas? Est-ce que vous avez vu de nouveaux risques apparaître liés à l'utilisation de l'IA? Et voilà, en fonction, j'ai envie de dire, de votre perception de comment évoluent ces risques, quels moyens voyez-vous pour les mitiger au maximum au sein des entreprises? Oui, alors moi j'ai tendance à dire que l'IA, c'est juste une... Il n'y a pas de risque de l'IA. L'IA, c'est juste une technologie. C'est comme un couteau de cuisine. Moi, je peux très bien prendre un couteau de cuisine et clac, je peux tuer... voilà. L'IA, c'est juste une techno. Ce qui est important, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, il n'y a pas de... par exemple, quand il y a un an ou un peu plus d'un an, il y avait certaines personnes qui demandaient une sorte de moratoire sur le développement des technologies de l'IA. C'était absolument... On n'arrête pas la science. On arrête pas... Moi, en tant que... Là, maintenant, j'ai ma casquette d'universitaire. On arrête... Moi, je suis fasciné par l'IA et c'est absolument... En tant que discipline scientifique, il faut que ça continue à se développer le plus possible. Maintenant, il faut faire vraiment attention dans le déploiement. Maintenant, quand on va déployer... Et effectivement, on voit de plus en plus de deepfakes, on voit de plus en plus... Je ne dirais pas qu'il y ait des nouveaux risques qui sont apparus, mais en tout cas, ceux qui ont été identifiés... oui, des tentatives de déstabilisation dans des cas d'élection, etc. C'est des choses on savait que ça... c'est pas des choses nouvelles, mais c'est des choses qui ont été confirmées et ça ne fait... L'IA amplifie ce type de menace. Mais je dirais que pour moi, les vrais risques, c'est plutôt des risques de monopole, des choses dont on a discuté, c'est plutôt des risques économiques ou sociaux, comment les métiers vont être transformés. Moi, je suis pas du tout de ceux qui pensent aux IA Terminator. Je pense qu'on est très très loin des IA qui prennent le contrôle de l'humanité. Enfin, on est dans les films de science-fiction, et Dieu sait que j'adore la science-fiction, il y a toujours ces IA qui vont se retourner contre nous. Non, peut-être dans 10, 15 ans, etc., mais on aura le temps de les voir venir. Et l'IA qu'on a aujourd'hui et l'IA qu'on aura demain, dans un futur proche en tout cas, c'est pas du tout ce genre de choses. Alors après, là je parle du futur proche. S'il y a une leçon qu'il vaut bien retenir, c'est qu'il faut être très modeste dans ses prédictions sur le futur, sur l'IA. Qui aurait, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, qui aurait dit que les scénaristes d'Hollywood allaient se mettre en grève en se sentant menacés? On nous aurait pris pour des fous, quoi. S'il y a 5 ans, on disait les scénaristes d'Hollywood se mettent en grève parce qu'ils se sentent menacés par l'IA. Non, mais moi, on m'aurait demandé... en tant que spécialiste d'IA, quels sont les derniers métiers qui sont menacés par l'IA? J'aurais dit, bien sûr, c'est les métiers créatifs. Ceux-là, ils peuvent se sentir tranquilles parce que jamais l'IA va aller où ça viendra tout à la fin. Et en fait, on voit, non, les métiers créatifs, les graphistes, les scénaristes, etc., tout cela sont impactés très, très,
massivement par l'IA, et je dirais que les dangers de l'IA, c'est des dangers sociétaux actuellement, sociaux et économiques là-dessus, plus que des dangers de Terminator. Tant mieux, déjà. Même si 10-15 ans, quand vous dites Terminator 10-15 ans, ça fait quand même un peu peur, hein, c'est rapide. Mais du coup, peut-être pour endiguer ça, et pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité dernièrement, donc il y a eu le passage de l'EU AI Act. Donc c'est en effet l'Union européenne qui a travaillé et défini un cadre pour l'utilisation de l'IA et pour l'utilisation de la donnée également. Et du coup, on voulait avoir un petit peu votre avis sur ce sujet-là. Est-ce que l'Europe va déjà assez loin dans la régulation ? Et puis surtout, on avait une autre interrogation, c'était, voilà, il y a beaucoup d'experts, pour ceux qui ont lu un petit peu la presse dernièrement sur le sujet, il y a beaucoup d'experts qui ironisent le fait que l'Europe soit, voilà, pas forcément en avance sur la tech, mais plutôt en avance pour réguler. Avant même d'avoir vu tous les cas d'usage, on est déjà en train de réguler ce qu'on peut faire. Et est-ce que vous, ça vous inquiète sur le fait que potentiellement certains acteurs décident d'aller vers d'aller s'installer dans des pays un petit peu moins regardants, en tout cas sur ces questions d'éthique? Bon, là, sur le dernier point, je dirais, je suis pas très inquiet là-dessus, parce que, alors, ce qui est important, c'est, je pense par contre que les régulations soient à peu près alignées dans les différents continents. Il faut qu'il n'y ait pas une sorte de gros biais entre les États-Unis et l'Europe. Et là, c'est pas encore tout à fait clair. C'est une régulation qui, à mon avis, c'est comme tout ce qui est européen. Moi, je suis plutôt pour qu'il y ait une régulation, mais elle est imparfaite. C'est vrai qu'elle est imparfaite. C'est le fruit de longues négociations. Ça a mis de longs mois à accoucher, et ça aurait pu être bien pire. donc je pense qu'on a échappé à justement une régulation qui était extrêmement défensive. Et là, je pense qu'on a préservé l'essentiel. Je pense qu'il va être très important de voir comment ça se met en place en pratique, parce que c'est vrai que c'est un peu des grands principes, mais en ce moment, à Bruxelles, est en train de se mettre en place le bureau de régulation de l'IA, qui, lui, va être vraiment sur l'implémentation, et je pense que vraiment le diable est dans les détails. Et aussi, ce qui est important, c'est de voir comment cette réglementation va devoir évoluer dans le temps, parce que c'est clair que l'IA est un sujet. C'est une première loi sur l'IA, mais cette loi va devoir évoluer au fur et à mesure que la technologie évolue. Alors je dirais que moi je suis pas très inquiet sur l'innovation continue, et oui, il y a des règles, et c'est vrai que ça coûte. La compliance, c'est des règles supplémentaires sur lesquelles on doit s'accorder, mais finalement, c'est des choses qu'on aurait dû faire tôt ou tard. Pour vendre à une très grande entreprise, de toute façon, il faut être compliant par rapport à un certain nombre de règles. Donc voilà, ça donne une règle du jeu, et c'est important d'avoir une règle du jeu. Ce qui est très important, c'est de réguler, comme je dis encore, non pas la technologie, mais les usages de la techno. J'ai toujours cette métaphore de l'automobile. L'automobile, c'est hyper important d'avoir une régulation sur la qualité des freins, la qualité des ceintures de sécurité, mais finalement, en fin de compte, là où il y a le plus de morts, c'est pas les freins qui lâchent. Là où il y a le plus de morts, c'est les gens qui font des conneries en conduisant. Donc c'est toujours, à la fin, le facteur humain, c'est l'utilisation des technologies qui peut être beaucoup plus dangereuse que la techno en elle-même, qui serait malveillante. Bon, alors on termine du coup quand même sur une note optimiste. Merci Laurent.